Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Réaliser un taux de croissance de 3,2%. Commencer à concrétiser le nouveau modèle de développement sans oublier la généralisation de la protection sociale. Telles sont les grandes lignes du projet de loi de finances adopté ce lundi par le Conseil de gouvernement. Un projet de loi de finances 2022 qui va désormais être examiné par le Parlement. Comment le gouvernement Akhanouch compte-t-il réaliser l'ensemble de ses objectifs? Nous posons la question à notre invité. Il s'agit de Mohamed Raj, fiscaliste. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour Mohamed Raj. Bonjour. Alors, un taux de croissance de 3,2%, donc pour une loi de finances qui est vue comme celle de la relance économique. Qu'en dites-vous? Et modeste par rapport à celui réalisé ou là qui sera réalisé au titre de l'année 2022, parce que pour l'année en cours, ça dépend, déjà on annonce 5,5 si je reprends le discours royal, 5,7 le chiffre annoncé par le Fonds monétaire international et 6,2 par, bien sûr, la Banque du Maroc. Pourquoi 3,2? Parce qu'on est dans une situation très difficile, la pluie ne s'annonce pas, donc pas mal de conséquences. Le gouvernement, dans le cadre d'un acte de sagesse, a revu à la baisse le taux 3,2. On est fin octobre, la pluie n'arrive pas et vous devez savoir au Maroc, l'essentiel de la croissance est toujours tiré vers le haut ou bien vers le bas par la production agricole. L'année en cours, on a atteint un chiffre de 5,5, bien 5,7, bien 6,2, ça dépend de la source d'information, grâce à une très bonne année agricole avec une production de plus de 107 millions de quintaux. Cette année, on annonce à peine, dans les estimations du gouvernement, autour de 80 millions. Donc c'est pour ça, le gouvernement a revu à la baisse le taux de croissance autour de 3,2. Donc, l'ensemble de ces facteurs qui poussent donc à revoir à la baisse taux de croissance. Alors, comme on le disait, c'est une loi de finances, en tout cas de la relance économique, après donc ces 2 années de crise économique due au contexte donc, que nous connaissons tous, à savoir la pandémie du Covid-19 plutôt. Comment aujourd'hui relancer l'économie nationale? Oui, c'est déjà ce gouvernement a une chance, j'allais dire, historique, parce qu'il arrive avec une amélioration très nette dans tous les secteurs, agriculture, l'industrie, l'exportation, les services, parce que vous avez une reprise sur le plan mondial. Si je prends le cas du Maroc, donc les entreprises sont en train de reprendre leur activité et par voie de conséquence, il y a une reprise très nette. Ce qu'il faut faire maintenant, et dans le cadre de la continuité de l'État, parce qu'il y a un gouvernement qui arrive, qui remplace un autre gouvernement, c'est la continuité de l'État, c'est la continuité du service public. Et comme c'est annoncé dans le cadre du projet de loi de finances, cette équipe est amenée à consolider les acquis réalisés en 2021 en matière de relance économique pour que les entreprises continuent à bosser et à travailler, à maintenir l'emploi et pourquoi pas créer de l'emploi. Donc, il y a une relance et les constater, comme vous avez déjà dit, avec tous les clignotants en vert, sauf quelques-uns. Également, il y a une reprise sur le plan mondial, mais malheureusement, sur le plan international, cette reprise généralisée et cette effervescence au niveau de tous les États qui veulent reprendre leur activité s'est traduite par une augmentation et un enrichissement des prix des matières premières, des produits pétroliers et de gaz. Donc le Maroc, comme il n'est pas producteur de ces matières, surtout le pétrole et le gaz, va subir bien sûr la hausse des prix. Mais rien n'empêche d'être optimiste. Donc ce budget 2022 s'inscrit dans la ligne de la consolidation de cette relance économique qu'on a déjà constatée en 2021. Alors, il y a... Oui. Allez-y, professeur. Le gouvernement est amené également à consolider
et à continuer, bien sûr, et accompagner la mise en place du fameux fonds Mohamed Sadis de l'investissement, parce que jusqu'à présent, en 2021, on a versé une dotation de 15 milliards du budget de l'État, et on attend toujours, pour l'année 2022, la suite, à savoir les 30 milliards qui devaient être également versés dans le cadre d'un partenariat public-privé, local et international. Parce que n'oubliez pas, je pense, avec une enveloppe totale de 120 milliards de dirhams. Vous avez également la mise en place d'une nouvelle charte d'investissement pour encourager les capitaux privés et nationaux étrangers pour investir au pays. Et vous avez également la consolidation l'opérationnalisation de la réforme fiscale déjà annoncée à travers une loi 4 qui a été votée par l'ancien Parlement le mois de juillet dernier. Alors, cela dit, il y a un autre vaste chantier, à savoir le début de l'opérationnalisation du nouveau modèle de développement. On va y revenir, mais par rapport aux promesses d'emploi, le gouvernement Akhanouch promet d'en créer 1 million à l'horizon 2026. Pour les 2 prochaines années, on parle de 250 000. Donc, globalement, pensez-vous l'objectif de 2 millions réalisable? De 1 million plutôt. C'est très difficile de porter un jugement, d'autant plus qu'on ne dispose pas encore d'informations précises sur les modalités, les mécanismes de la création de ce 1 million de postes budgétaires, 1 million de postes d'emploi. Si je prends le budget 2022, au niveau de la fonction publique, on annonce 26 856 nouveaux postes, dont les 2 tiers seraient réservés à la sécurité, à savoir les forces armées royales et le ministère de l'Intérieur. Par contre, le budget de l'année 2021, il n'avait enregistré que 20 000. Donc, on a une progression très nette quant à la création des postes budgétaires. Bien sûr, il y aurait dans les 20 000 postes sous forme de contrats proposés aux professeurs dans l'enseignement primaire et secondaire. Donc, à tout casser, on ne va pas dépasser les 26 000 postes. Maintenant, concernant les autres, je vois que le gouvernement propose à travers le budget 2022 et après le projet Telaka, un projet qui s'appelle Forza, c'est-à-dire on va donner aux jeunes la possibilité de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci sans aucune condition préalable. Et d'après certains chiffres, il y aurait une possibilité de créer plus de 50 000 postes. Maintenant, la question de l'emploi qui est posée est de la manière suivante. Si je prends les chiffres des 5 dernières années, c'est-à-dire 2015 jusqu'à 2020, le Maroc n'a pu créer en moyenne qu'autour de 72 000 postes d'emploi. Parce qu'en général, il faut prendre les postes d'emploi bruts et il faut retrancher les postes qui sont détruits, soit parce qu'il y a disparition de la société, ou bien faillite, ou bien liquidation. Donc si je prends une moyenne de 72 000 avec des taux de croissance autour de 3%, 3,2%, j'imagine mal comment le gouvernement va créer dans les 250 000 annoncés pour 2022-2023. À moins qu'il y ait une baguette magique, mais pour le moment, on n'a pas d'informations concernant cette baguette. Moi, je suis très susceptible, mais également très pessimiste quant aux possibilités de créer ces 250 000 emplois pour les 2 prochaines années et 1 million d'ici 5 ans. Certainement, donc, les jours et les mois à venir nous aideront à en savoir plus. Alors, parlons du début de l'opérationnalisation du nouveau modèle de développement. Selon vous, quelles sont en tout cas les étapes préliminaires ou les premières étapes à atteindre dans l'implémentation de ce nouveau projet de développement? Oui, on a commencé, si je prends le plan, le nouveau modèle de développement. Donc, le gouvernement a choisi quelques priorités. Jusqu'à présent, c'est l'aspect social et l'aspect emploi des jeunes qui l'emportent dans les décisions qu'on retrouve dans le projet de budget 2022. Le plan social et l'État, ou bien le gouvernement insiste sur l'État social. Donc, le budget 2022, compte tenu dans l'activité de la généralisation de la couverture sociale, si en 2021, on avait commencé par les non-salariés, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les métiers de commerce, d'industrie, les professions libérales, ainsi de suite. En 2022, on a programmé
la suite. Cette fois-ci, c'est la population pauvre et fragile qui sera couverte. Et cette population, jusqu'à présent, a continué ou a bénéficié de la couverture ramène. Je ne parle pas de la qualité de cette couverture. Donc, il y aurait un budget programmé autour de 22 milliards pour la couverture de cette partie de la population parce qu'elle ne travaille pas, parce qu'elle n'a pas un revenu, mais elle va bénéficier de cette couverture sociale. Il serait également question de procéder, bien sûr, à la généralisation des allocations familiales, d'autant plus que l'État a déjà mis en place le fameux registre social unifié. Donc, pas mal de conséquences, c'est cette couverture sociale qui va être élargie. En attendant, bien sûr, la suite d'ici 2025, avec bien sûr la généralisation de la retraite, mais également l'indemnité pour la perte d'emploi. Pour l'année 2022, donc vous avez ici une implémentation de la partie sociale déjà proposée et recommandée par le nouveau modèle de développement. Deuxième priorité également retenue dans le budget 2022, mais personnellement j'attends les chiffres, c'est l'intérêt particulier à accorder aux ressources humaines à travers deux postes importants et capitaux, à savoir l'enseignement et la santé. L'école publique est en difficulté. Je n'oserais pas dire, je ne veux pas être pessimiste, on est un matin, on est un jour férié de fête religieuse, c'est la naissance de notre prophète. Donc l'école publique est à la phase d'agonie. Il faut la sauver. Donc le budget 2022 accorde un intérêt assez intéressant pour l'école publique, mais également la santé publique. Donc il serait question, parce que j'ai pas encore la fameuse morasse budgétaire entre les mains, il y aurait dans les 8 milliards de dirhams additionnels pour la santé et l'enseignement. Alors, si je me permets, de vous interrompre et de peut-être essayer d'aller un peu en profondeur sur certains aspects de cette loi, de ce projet de loi de finances, c'est le budget d'investissement. À ce propos, une hausse considérable quand même est prévue cette année. Selon vous, comment ce budget-là aujourd'hui peut profiter aux entreprises qui sont affectées par la crise, notamment les TPME? Oui, d'après le chiffre annoncé par les responsables des finances au Maroc, il serait question d'une masse d'investissement autour de 245 milliards de dirhams. Alors que l'année 2021, on était autour de 200 milliards. Maintenant, il faut que cette manne bénéficie et profite aux entreprises nationales. Toute ça exception, ça veut dire que vous avez les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites entreprises. Comme l'État, dans le cadre du financement des grands programmes d'investissement, fait appel aux sociétés privées pour leur exécution, mais il faut faire de telle sorte que toutes les entreprises en profitent. Et il faut faire de telle sorte que les entreprises nationales soient privilégiées par rapport aux sociétés étrangères. On a déjà essayé de le faire en 2021, si je prends le projet d'Arla Atlantique, sont des entreprises nationales qui ont décroché le contrat d'exécution. Donc, en d'autres termes, les entreprises nationales vont profiter des appels d'offres de l'État, bien sûr des établissements publics et également des communes, des provinces et des régions pour exécuter ces travaux, à la fois, mais également des services. Et il faut que cette masse de 245 profite à la création de la richesse à travers du travail donné à ces entreprises, à travers l'emploi qui va être créé par ces entreprises. Donc, je suis personnellement très optimiste et par voie de conséquence, je serai un homme heureux de voir les 245 milliards, sauf lorsque c'est impossible. Par exemple, le Maroc n'a pas d'entreprise capable ou là en mesure d'exécuter ses travaux. À ce moment-là, on peut faire à l'étranger. Mais la priorité des priorités serait accordée à l'ensemble des entreprises. Deux, il faut privilégier les petites et les moyennes entreprises parce qu'elles sont les plus créatrices d'emplois. Alors, une dernière question peut-être, Mohamed Raj, c'est à propos des attentes justement des entreprises, plus précisément du patronat. Le patronat avait émis pas mal de propositions à propos de ce projet de loi de finances. Selon vous, quelles sont ces attentes les plus urgentes qu'il faut aujourd'hui solutionner pour les hommes d'affaires, bien sûr?
Premièrement, il faut que l'État honore ses engagements et règle ses dettes vis-à-vis des entreprises. Les entreprises elles-mêmes doivent régler leurs dettes entre entreprises, parce que vous avez des créances qui sont toujours en souffrance uniquement entre les entreprises. Donc, il faut régler ces créances, il faut payer ces créances en souffrance. 2, j'ai vu les revendications de la CGM, elles portent essentiellement pour la partie fiscale, et 2 principales revendications. La première, le patronat marocain demande la réduction de l'impôt sur les sociétés à un taux de 25%, parce qu'elle parle de la concurrence entre les entreprises au niveau international, parce que la tendance dans le monde, c'est la baisse des taux d'impôt sur les sociétés. 2, il demande à ce que la TVA soit réduite sur un ensemble de matières utilisées par les entreprises dans leur système de production. Donc, ce sont essentiellement des revendications sur le plan fiscal et comme d'habitude, c'est un groupe de pression, c'est un lobby, c'est tout à fait normal. Il est là pour défendre les intérêts des entreprises. Maintenant, est-ce que le gouvernement serait en mesure de répondre à ces demandes? Parce que déjà, les finances publiques sont en difficulté du fait de la baisse des ressources fiscales classiques, à savoir la TVA, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, du fait des impacts négatifs de coronavirus, parce que n'oubliez pas que nous avons traversé une période très difficile en 2020 et une partie en 2021. Les entreprises sont encore fragiles. La reprise ne signifie pas automatiquement qu'elles ont réalisé des bénéfices. Donc, par voie de conséquence, je ne pense pas que le gouvernement serait en mesure de donner suite, sauf preuve du contraire. Donc, voilà un petit peu. Les revendications de la CGM sont essentiellement d'ordre fiscal. Merci beaucoup, Mohamed Raj. Je rappelle que la CGM, qui est donc à la deuxième chambre, pourra faire entendre ses revendications. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes fiscaliste. Vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour l'invitation. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediennews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.